Voilà, nous voilà à l'antenne. On va juste patienter quelques secondes, laisser les auditeurs arriver. Est-ce que vous m'entendez, les auditeurs? Est-ce que quelqu'un peut Nous poster on un t'entend On t'entend via, très bien. via Skype. Après, il faut que via les Skype? auditeurs Voilà. confirment. Est-ce que un Si pour tout auditeur le monde, peut c'est OK. poster un OK? Il y a 5-6 secondes de décalage, donc si on n'a Ouais. rien dans le chat encore, c'est pas Oui, bon très bien. signe. Voilà, on a la Ouais, confirmation. OK, Parfait. parfait. Ok, allez, on y va. Donc, bonjour à tous. Nous sommes déjà vendredi et il est donc temps d'une nouvelle émission. J'espère que vous allez bien. Je suis Raph et je présente l'émission de Prono Live. L'émission, vous le savez, 100% dédiée au pronostic. Les titulaires du jour, ce sera Nadim et Chris. Messieurs, bonjour. Comment allez-vous? Salut, ça tout va va? bien, merci. Bon, est-ce que vous avez encore mal au crâne? On en discutera après, mais il y a vraiment de la raison d'avoir encore très très mal au crâne après cette semaine européenne. On Très mal à la parlera. tête. Ouais, on en parlera dans quelques instants après. Alors, le menu du jour, bienvenue à tous déjà. Ce sera bien sûr de faire un petit débrief sur les matchs de Coupe d'Europe. On fera un débrief de ce qu'on vous avait proposé la semaine passée au niveau des pronos Loto Foot 15 numéro 15, donc du 6 mars, qui était doté d'un pactole de 2 millions d'euros. On fera un débrief sur les paris bookmakers que la team vous a proposé. Bien sûr, on se projette dans l'avenir également avec le prochain Loto Foot 15 qui aura lieu dimanche, qui lui sera doté d'un pactole d'1 million d'euros. La sélection bookmaker proposée par la team également. Et enfin, d'émission, on vous proposera de poser vos questions sur le chat, partager vos pronos, poser une question technique sur le logiciel ou tout autre sujet, bien sûr, en rapport avec les paris sportifs. Messieurs, on commence avec le débrief de la Coupe d'Europe. Bah, clairement, est-ce que vous avez encore la gueule de bois par rapport à la contre-performance du PSG? Allez, Nadim, je commence avec toi. Même si tu dois avoir une satisfaction avec Lyon, mais on va C'est ce que commencer j'allais avec le dire. Moi, sujet parisien. j'ai pas la gueule de bois, même si on n'est pas encore qualifié contre le FC Porto. Je crois qu'on a réussi un exploit parce que peu de clubs s'étaient imposés à Porto, et puis ça doit rappeler de mauvais souvenirs au Monégasque, notamment en finale de la Champions League. Bah, pour le PSG, je dirais que on a une impression de déjà vu et que l'histoire se répète très très souvent. Que Clairement. le club, il semble pas progresser sur ce qu'on voit. Au contraire, et puis beaucoup de personnes ont dit oui, le PSG a enfin fait une finale de Ligue des Champions, mais je resitue le contexte. Pour moi, le Final 8, c'était pas la Ligue des Champions. Pour preuve, l'Olympique Lyonnais s'est hissé en demi-finale. Alors, je sous-estime pas l'Olympique Lyonnais, mais il y avait un contexte complètement surréaliste qui fait qu'il y a eu des anomalies comme Lyon en demi-finale. Alors, je vais pas dire que le PSG en finale, c'est une anomalie parce qu'on l'attend, mais il faut pas compter cette année-là. Donc, en dehors de ça, je vois aucun progrès dans l'équipe. C'est un empilement de stars chaque année. On préfère le bling-bling aux performances. C'est vraiment les Harlem Globetrotters, on en a parlé entre nous. Le jeu produit, c'est quasiment le néant. En Ligue 1, on ne sait pas comment ils se sont imposés. À chaque journée, on disait c'est incroyable. Même contre Lyon, bon, il y a eu un petit vol avec l'aide de l'arbitre. Quasiment tous les matchs en trompe-l'œil avec des victoires, sauf contre le LOSC et sauf peut-être le match contre City en poule, et encore avec de la réussite. Donc je dirais que c'est presque logique. Maintenant, sur le scénario, je dirais que c'est un peu dommage de s'écrouler sur une égalisation. Le côté mental, j'ai mis des doutes sur le côté mental dans cette équipe parce qu'à 1-1, tout le monde le dit, le PSG était encore qualifié, mais Ouais, on tout à dirait fait. qu'ils se sont dit on est éliminé et ils avaient plus les jambes, plus rien du tout. Et puis plus les jambes, Neymar et Messi en deuxième mi-temps, je les ai cherchés sur le terrain, je les ai pas trouvés. Ouais, tout à fait. Malgré l'ouverture de Neymar somptueuse en première, il est vrai, mais c'est vraiment insuffisant pour un ballon d'or et pour un joueur du standing de Neymar qui est sur le déclin depuis plusieurs années. Après, je vais laisser la parole à Chris et à Seb, qui seront sûrement aussi sévères que moi, mais j'aimerais bien les entendre aussi sur le sujet. Ok, je vais juste vous donner une petite citation que j'ai lue ce matin. C'est un ancien international espagnol qui s'appelle Michel. Les plus vieux d'entre nous s'en souviendront. Il dit clairement, le Paris Saint-Germain est une équipe d'exhibition plutôt qu'une équipe de compétition. Je pense que ça résume exactement le fond de ma pensée et de la pensée, je pense, générale et du problème de fond. Allez, on va demander l'avis à Chris sur ce qu'il a vu. J'imagine qu'effectivement, tu es très déçu aussi. Ouais, enfin déçu. Je ne veux pas dire c'est déçu, mais peut-être je m'y attendais un peu. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui s'y attendaient aussi un petit peu. Ces dernières semaines et ces derniers mois, on le répète souvent, en championnat, c'est très très poussif de la part du PSG. Et puis, comme on dit souvent, on joue comme on s'entraîne. Et à mon avis, je pense que les entraînements ne doivent pas être exceptionnels. C'est des entraînements, je pense, un peu à la carte. On dit souvent que Neymar est à l'infirmerie, il est aux soins, etc. Enfin, et j'en passe. Il y en a d'autres aussi qui sont passés par là. Donc, je pense que voilà,
la vérité, elle est sur le terrain. Et je pense que ce match-là nous montre vraiment que le PSG a d'énormes lacunes. Déjà, au niveau mental, ça, on le savait déjà depuis très longtemps. Mais on le sait encore plus aujourd'hui. Et puis surtout au niveau défensif. Hein. Et défensif, j'englobe tout le monde. Hein. J'englobe défenseurs, milieu et attaquants. Hein. C'est la deuxième mi-temps, le repli défensif a été catastrophique de la part de Neymar, Mbappé et Messi. Et ça s'est ressenti. Hein. Ça s'est ressenti. Les choix aussi des coachs ont été importants. Hein. Je pense que Ancelotti a fait les bons choix au bon moment avec les rentrées de Rodrigo et Camavinga, hein, qui ont impulsé un peu de punch à cette équipe madrilène et qui a été un petit peu plus haut sur le pressing. Et ce pressing a fait d'ailleurs la différence à plusieurs reprises. Donc, alors que du côté de Pochettino, on n'a rien vu. Quoi. On n'a pas vu de coaching ou dans les 5 dernières minutes pour faire rentrer Draxler. Donc ça ne servait à rien. Mais je pense qu'à un moment donné, Pochettino doit être le vrai entraîneur de cette équipe et doit faire sortir un Neymar ou un Messi pour peut-être fermer la boutique et tenir le 1 partout jusqu'à la fin du match. Donc voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir et Pochettino, on en a souvent parlé dans cette émission. Je pense que c'était encore une fois pas l'homme de la situation et je pense qu'il faut revoir pas mal de choses. Défensivement aussi, c'est une catastrophe. Hein. Je pense même que ça va plus loin, hein, Chris, hein, parce que les entraîneurs quand même ont défilé. Je pense que au niveau de la présidence, après je suis pas qualifié, hein, bien sûr, mais j'ai le droit d'avoir un avis comme tout le monde. Je pense que vraiment tu peux pas te permettre de répéter comme ça les erreurs. D'autant qu'avant, si vous vous souvenez bien, il y avait on peut appeler ça un fusible mental. C'était Thiago Silva. On l'appelait la pleureuse. On disait que tout reposait sur lui. Et finalement, vous avez vu, il est parti, les problèmes restent. Et lui, pendant ce temps-là, il est allé gagner la Ligue des Champions avec Chelsea. Donc, on cherche toujours des responsables, entraîneurs, joueurs, mais je crois que ça vient du sommet. Après, c'est un avis strictement perso. Le sommet a fait le recrutement déjà, et le recrutement, pour moi, c'est une catastrophe. Hein. On recrute des joueurs qui sont sur le déclin, qui sont sur la fin. Alors, c'est vrai que Messi rapporte énormément d'argent au club à tous les niveaux, mais je pense que voilà, mais il n'est pas encore arrivé sur le terrain. Et on l'a vu 5 minutes, je pense, ce week-end. Enfin, mais si ça va encore, même s'il n'est pas à son rendement, mais Sergio Ramos, faut qu'on m'explique. Il aura joué combien de matchs cette saison, Sergio Ramos? À quoi il sert? C'est un peu comme David Beckham quand il était venu au début. Je pense que le Qatar, il priorise vraiment ce côté bling, showbiz, paillettes avant le jeu. Et puis le fait de recruter autant de grandes stars, c'est une équipe qui se croit supérieure à tout le monde. Et moi, j'en discutais pas mal. C'est après le match. Le Real Madrid n'a pas eu peur à des moments chauds de mettre des chandelles dans la tribune, alors que le PSG, à des moments chauds, ils veulent relancer, c'est insupportable, hein, ça. Je suis d'accord avec toi. De jouer à la baballe derrière, là, pour moi, je comprends pas. Hein. Je comprends pas. Ils se croient supérieurs à tout le monde. Donc je pense que c'est pour ça. Alors, c'est de l'arrogance, quoi, quelque part. C'est de l'arrogance dans le jeu. Exactement, j'ai l'impression. Ok. Après, je pense que Seb nous en dira un peu plus. Mais oui, si niveau technique ça fonctionne, oui, tu nous entends, Seb. Alors, on précise, hein, Seb, c'est son club de cœur. C'est un fervent supporter qui fait plein de déplacements en Europe. Faut le préciser quand même. C'est celui d'entre nous vraiment qui est attaché au club, qui a fait énormément de stades en Europe. Et qui est déjà allé au Bernabéu, si je ne m'abuse. Oui, aussi. Et qui, là, une nouvelle fois, prend une claque, hein, Seb. Ah zut, ok. Bon, t'as bien fait de nous le préciser. Bon, c'est pas grave. Allez, on va enchaîner, c'est pas grave. On donnera la parole ultérieurement si c'est possible. Il disait qu'il nous avait mis en garde dès le début de saison au mois d'août. Oui, et effectivement, je me souviens dans les prono live sur Spaces qu'on faisait avec Seb, il le répétait assez souvent, donc c'est vrai. Ok, allez, on enchaîne avec le débrief du Loto Foot 15, numéro 15, donc qui avait lieu dimanche dernier, qui était doté d'un pactole de 2 millions d'euros. Alors, il y a 42 gagnants qui touchent chacun 47 000 euros au premier rang, plus certainement des rangs inférieurs. T'as dit 42 Ouais, 42 gagnants à 42, 47. Ouais, c'est un nombre pas très cool, ça. Mais bon, c'est pas 42 du côté de Saint-Étienne, voilà, pour la référence. Avec un rang à 14 sur 15, un peu décevant, 633 euros, mais bon, à partir du moment où il y a des gagnants à 15. Ouais, très décevant. Non. Bon, sachant qu'il y a eu un match gagnant, on remercie encore l'auditeur qui nous avait signalé la possible annulation de ce match avec plein de cas de Covid. Hein, c'était donc Mayence face à Dortmund.
Et dans cette grille, il y a eu 9 signes verts, 3 rouges et 3 jaunes. Alors, au niveau de Nadim, il termine à 11 sur 15 et Chris 10 sur 15. Donc, Nadim, 11 sur 15, est-ce que tu as des satisfactions et des déceptions dans ton prono? Alors, en satisfaction, en fait, en grosse déception, c'est d'avoir mis le triple sur Mayence Dortmund. Donc, j'étais un peu désavantagé dans ce prono et j'aurais pu notamment chercher la victoire des Troyens à Bordeaux puisque j'avais mis en garde. Beaucoup de gens voyaient un grand Bordeaux suite aux dernières prestations. Et puis, c'est quand même deux équipes de même niveau qui avaient le même nombre de points. Donc, j'avais mis en garde là-dessus. Donc, même si je ne l'ai pas coché, j'espère que ça vous a inspiré. Et les deux satisfactions sur la grille, c'est de ne pas avoir hésité sur Man City, qui a vraiment écrasé Man U avec un score sans appel. Et l'autre satisfaction, c'est d'avoir vu l'Atlético de Madrid bien supérieur à son adversaire par rapport à la forme du moment et au match produit contre les Mancuniens. Après, en déception, oui, il y a le Napoli qui a été trop limité et qui malheureusement n'est pas dans une bonne période et qui est tombé sur une super défense du Milan AC et sur un Olivier Giroud très réaliste et en renard de surface. Il peut jouer dans... Qui a coûté cher à pas mal de monde, hein, Nadim? Ouais, certainement. Et peut-être que j'ai couvert Clermont, le double aussi, n'avait peut-être pas sa place sur ce match puisque les Lillois ont écrasé les Clermontois. Donc, mais c'est à cause de notre influenceur, ça on y reviendra après. Mais... Oui, peut-être. Après, j'avais aussi mis en garde en satisfaction. Il y avait la Fiorentina, j'avais dit que c'est une aberration qu'il soit à 60% parce que le match était complètement équilibré. Il y a eu un match nul, donc j'étais pas mal dans le vrai sur ces grilles, mais pas assez pour aller chercher un top rang. Ok. Ton côté, Chris, 10 sur 15. Oui, voilà, je termine à 10 sur 15. Donc, on va dire quelques déceptions, oui. Mais après, voilà, franchement, personnellement, je ne voyais pas du tout la victoire de 3 à Bordeaux, même si c'est deux équipes qui se tiennent au classement et qui étaient en difficulté ces derniers temps. Mais après, voilà, félicitations Nadim pour la Fiorentina. Franchement, j'étais vraiment chaud sur cette équipe, même si Vlahovic était parti à la trêve. Je pensais vraiment qu'ils allaient gagner. Et ils ont même été en difficulté dans ce match, hein, donc ils auraient même pu perdre et on aurait pu aller sur la victoire de l'Hellas Vérone. Et puis voilà, l'égalisation aussi de Reims, on l'avait dit hein, dans l'émission, Reims c'est une équipe qui est sous-estimée très souvent et voilà, ils égalisent à 5 minutes de la fin avec une équipe avec pas mal d'absents encore une fois. Donc voilà, donc c'est une équipe à prendre vraiment avec beaucoup de sérieux parce qu'ils sont capables de tout. Et après sur les satisfactions, il n'y en a pas forcément parce que j'ai des matchs quand même assez logiques. Hein. Bon, j'avais décoché la victoire de Marseille, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais après voilà, j'ai aussi des regrets sur Manchester City. Voilà, je pensais que United allait accrocher quelque chose et City s'est vraiment baladé pendant tout le match et avec un grand De Bruyne qui est peut-être avec Modric peut-être les deux meilleurs milieux de terrain au monde. Ça a été vraiment un régal de le voir jouer. Donc voilà, donc je termine à 10 sur 15. Bon, pas forcément de regrets pour aller chercher plus haut. Et je crois qu'on n'a pas parlé du match des Canaries. Tous les deux, on les a pas cochés. Moi, j'avais tenté un gros coup de poker. Chris un peu moins, mais on s'est peut-être un peu trompé puisque la dynamique était vraiment du côté des Canaries. La saison est encore longue, donc fallait pas décompresser après cette qualification. Donc c'est une petite erreur d'analyse. Les Canaries, c'est l'équipe en forme du moment. Surtout que la finale est encore très loin, donc c'est vrai. C'est ça, tout à fait. Allez, je reste de ton côté, Nadim, au niveau des bookmakers, puisque tu as fait carton plein, tu as proposé 2 paris et sont passés tous les deux. Je te félicite et j'espère que les auditeurs ont suivi. Oui, carton plein de paris, 2 buteurs. Et puis je m'étais aventuré sur le terrain du Championship avec Billy Sharp, buteur. Donc il a marqué le seul but de Sheffield lors du match. Et puis il a récidivé en milieu de semaine contre Middlesbrough. Donc en fait, c'est vraiment un joueur en forme à surveiller qui est assez bien coté. Et puis Toko Ekambi, je l'avais conseillé, j'avais dit qu'il serait aligné côté gauche de l'attaque pour rentrer pied droit intérieur. C'est ce qu'il a fait. Il a passé toute la défense en revue pour marquer un but. Donc grosse satisfaction sur le combiné qui est passé. Très bien, parfait. De ton côté, Chris, 1 sur 2, c'est pas trop mal. Voilà, 1 sur 2, c'est plutôt positif parce que je passe la cote qui était à 3,50 du Stade français qui gagne donc 23-16 si mes souvenirs sont bons, c'est ça, ouais, face au Stade Toulousain. Je l'avais dit, là, les Toulousains avec le doublon, c'est carrément l'équipe de Toulouse, c'est quasiment l'équipe de France, donc voilà, donc ils sont en grande difficulté en ce moment. Et puis par contre, je me suis complètement planté sur le match Biarritz-Toulon. Voilà, je pensais que Biarritz allait jouer sa dernière carte pour essayer de se sauver dans le top 14. Et ils ont pris vraiment une gifle à domicile, un 45-17. Donc voilà, donc ça sent bon la Pro D2 pour les Biarros malheureusement. Et je pense qu'il faudra que Biarritz et Bayonne commencent un petit peu peut-être à penser à cette fusion qui traîne depuis des années et des années.
parce que deux clubs à 8 km, deux clubs de top 14 à 8 km, c'est pas possible. Donc, alors qu'une fusion pourrait peut-être faire un gros club dans le Pays Basque. Est-ce que les supporters seraient d'accord avec ça? Parce que je connaissais un Bayonnais qu'on a connu dans l'équipe et les supporters sont pas chauds. Non, et il n'était pas très très chaud pour une fusion. Hein. Exactement. Ouais, c'est une guerre entre ces deux clubs, ces deux supporters. Donc voilà, donc ça va être compliqué, mais s'ils veulent un grand club dans le top 14, je pense qu'à un moment donné, il faudra y arriver, je pense. Ok, merci messieurs. Allez, on fait table rase du passé, on se projette vers l'avenir. Et l'avenir, c'est dimanche, le Autofoot 15 numéro 16. On a la chance d'avoir encore un pactole, cette fois-ci d'1 million d'euros. C'est toujours bon à prendre, n'est-ce pas? On va commencer avec les pronos de Nadim, si tu veux bien. Seb à la technique. Alors, ce sera un Autofoot, bien sûr, toujours proposé en 3 triples, 3 doubles. Il sera validé avant 14h55 dimanche, doté, donc je vous l'ai dit, d'un pactole d'1 million d'euros. Le premier match, c'est Brest-Marseille, match de Ligue 1, bien sûr. Une répartition un peu étrange. J'ai noté 23, 29 et 47 de mon côté. Et Nadine, toi, tu joues un double 1-2 sur ce match. Ouais, je reste fidèle à ce double 1-2 sur Brest. Ça fait peut-être 5-6 fois de suite que je l'aligne. Donc, je l'avais aligné contre Lorient lorsque Brest avait reçu Lorient et les Merlus s'étaient imposés. Je l'aligne de nouveau parce que Brest, c'est une équipe vraiment à qui tout double. Donc, ils avaient perdu contre Lorient et ils avaient su rebondir à Bollaert en s'imposant 1-0 contre donc, le Racing Club de Lens. Donc équipe à qui tout double, très offensif, porté vers l'avant et qui va affronter un Marseille plutôt irrégulier qui s'est incliné à domicile contre Monaco, qui à l'extérieur s'est fait accrocher par 3. Un OM qui respire pas la forme en ce moment, c'est 1 point en 3 matchs de prix. Alors ils se sont imposés hier en Europa League, enfin en Conference League, pardon, contre le FC Bâle. C'est un match qu'ils auraient dû gagner bien plus largement et ils s'en sortent avec un petit 2-1, donc pas exceptionnel comme score. Il y aura un peu de fatigue suite à ce match. Donc l'OM est en danger dans ses placements. C'est vraiment un 50-50, mais je vois pas le match nul. Ok, merci. Un double également du côté de Chris, mais pas le même, puisque tu joues un double 1N. Décidément, les Marseillais, tu les coches pas ces derniers temps. Ouais. Ouais, bah en ce moment, voilà, c'est une équipe qui me déçoit. Hein, donc, on rappellera leur classement. C'est vrai qu'ils sont 3e, toujours sur le podium. Bien parti pour aller chercher une qualification pour la Ligue des Champions. Mais même le match de jeudi là, contre Bâle m'a quand même encore déçu. Hein. Ils concèdent encore énormément d'occasions. Alors c'est vrai qu'ils peuvent marquer 3-4 fois, ils peuvent marquer plusieurs fois, mais c'est une équipe qui concède beaucoup d'occasions, qui est parfois laborieuse dans ses transmissions, on le sait, il y a un problème dans le vestiaire, ça on est tous au courant. Il y a même un problème entre les supporters maintenant et puis Sampaoli. Hein, les supporters veulent le rencontrer. Sampaoli pour l'instant décline, mais bon, je pense que la confrontation va avoir lieu dans quelques temps à mon avis. Mais voilà, c'est une équipe qui me déçoit, qui a été faire un triste un peu partout à 3, qui perd chez elle contre Clermont et Monaco. Alors que voilà, comme l'a dit Nadim, Brest c'est une équipe qui est capable de tout, ou de rien. Et je rappelle quand même que cette équipe à domicile s'est imposée contre Monaco, Lens et Lille. Donc il faut s'en méfier. Donc voilà. Donc moi je vois bien des points pour Brest et à la rigueur un nul de Marseille serait plutôt intéressant après ce match de Coupe d'Europe de jeudi. Merci. Allez, deuxième match de la grille toujours en Ligue 1. Lyon qui accueille Rennes avec une répartition aussi pas facilement déchiffrable. 42% pour Lyon, 32% pour un match nul. Et 25 pour une victoire rennaise. Du côté de Nadim, même si c'est son équipe, il est assez objectif puisqu'il couvre avec le N en jouant un double, donc un N. T'as dit combien de pourcentage sur Lyon là? Il y a un truc bizarre. 42. ça poursuit décidément ce nombre. Ouais, alors Lyon, je dirais que mon équipe enchaîne les matchs que je qualifierais de référence. Puisqu'à Porto, c'était vraiment un match référence, même s'il y a eu l'utilisation de la VAR, mais la VAR, elle est bien là pour corriger les erreurs d'arbitrage. Donc, il y avait eu un match référence contre Nice, et suivi d'un match contre Lille où il y a eu un petit hold-up des Lillois et où on méritait beaucoup mieux, puisqu'il y a au moins un but qui était valable pour l'Olympique Lyonnais. Et puis, on a bien rebondi chez les Merlus qui ne sont pas si simples que cela à jouer en ce moment. Donc, les stats étaient assez équilibrés, mais l'Olympique Lyonnais s'est montré bien plus réaliste que les Lorientais en s'imposant 4-1. Donc ça fait, je pense, c'est la première fois de la saison qu'on met 4 buts dans un match de championnat. Et je dirais enfin, parce que c'était l'équipe qui se procurait le plus d'occasions et qui en concrétisait le moins, l'Olympique Lyonnais. Donc aujourd'hui, il y a un outil qui s'appelle les XG, qui est donc les expected goals. Et on était l'équipe qui avait le plus gros déficit de buts marqués par rapport aux expected goals. J'espère que ça va se rectifier. Il y a le talent pour ça.
Et puis de son côté, Rennes, c'est un peu l'équipe en forme que j'encense quasiment à chaque chrono, puisque l'attaque tourne à plein régime. Ils ont marqué 10 buts sur leurs 3 derniers matchs, dont 2 fois 4 buts. Donc 3 victoires de rang pour les Rennais. En plus, ils s'étaient imposés contre l'Olympique Lyonnais sur le score de 4-1. Donc il y avait eu 4 buts à 0 durant le match et un penalty en fin de rencontre qui a permis à Lyon de sauver l'honneur de manière anecdotique. Alors le seul petit bémol du côté des Bretons, c'est le match d'hier à Leicester, où dans un match qu'on avait qualifié à leur portée, ils se sont inclinés 2-0 et ont fortement compromis leur chance de qualification dans cette épopée européenne, même si il ne faut présager de rien. Donc petit bémol, avec un jour de récup de moins, c'est pour ça que je penche pour une victoire de l'OL ou un match nul qui pourrait satisfaire les deux équipes. Très bien, merci. Prono commun sur ce match, ce sera le seul d'ailleurs en Ligue 1. Vous verrez qu'au total sur la grille, il y en a 4 pronos communs. Et le seul donc commun en Ligue 1, c'est ce double 1N sur Lyon-Chris. Ouais, voilà, moi comme Nadim, je laisse traîner le nul parce que cette équipe quand même de Rennes est quand même très intéressante dans le championnat de France. Il reste sur une belle petite dynamique. Aussi le retour de Genesio à Lyon, voilà, c'est toujours quand un ancien entraîneur revient dans son club de cœur en plus, c'est toujours intéressant pour les visiteurs. Donc voilà, il est capable peut-être de faire un gros coup là-bas. Donc voilà, donc je laisse traîner le nul, mais après c'est vrai que mon premier choix était quand même c'était une victoire lyonnaise parce que cette équipe, moi, Nadim en a parlé sur les dernières émissions, c'est une équipe quand même qui monte en puissance, qui est beaucoup mieux dans le jeu. L'infirmerie s'est vidée, hein, il n'y a plus beaucoup de joueurs. Je crois qu'il y a juste peut-être Boateng qui est peut-être blessé, forfait ce week-end. Mais voilà, c'est une équipe qui sort quand même d'une grosse performance à Porto, parce que outre la victoire 1-0, la manière était au rendez-vous. Hein. Je regardais le match, ils méritent largement de s'imposer. Ils auraient même pu déjà être à 2-0 à la mi-temps. Donc voilà, donc fort de cette belle victoire et puis d'un retour aussi à Lorient qui était intéressant, une belle victoire 4-1. Je pense que Lyon là est gonflé pour aller chercher le podium. Donc ça va être dur de les arrêter. J'ai l'impression que ça va être très dur de les arrêter. Donc voilà, donc je penche plutôt sur une victoire lyonnaise. Je laisse traîner le nul, mais il faut quand même rappeler que Rennes c'est 4 défaites sur 5 derniers déplacements en Ligue 1, des défaites à Clermont, à Lens ou encore à Monaco. Donc voilà, donc ça peut être quand même compliqué pour Rennes. Que des gros clubs. Ok. Match numéro 3, Metz qui accueille Lens. Et là, vous n'êtes pas d'accord puisque Nadim base Lens et Chris, à l'inverse, lui base les Messins. Nadim, tu as confiance au sang et or, cher à ton ami Horace, dédicace au passé. Oui, cher à Horace. Et disons que Metz, c'est la plus mauvaise équipe à domicile qui n'a obtenu qu'une seule victoire. C'était contre les Merlus, des Merlus qui étaient mal en point lorsqu'ils se sont déplacés en Lorraine. Donc 8 points à domicile simplement pour le FC Metz qui va en plus être privé de Nian, l'attaquant, et puis il y a Meiga qui est également blessé. Et puis ils ont aussi pris une grosse suspension pour leur joueur Vincent Pajot, 5 matchs suite au carton rouge contre le FC Nantes lors du 0-0. Donc il est suspendu, il fait mal, son absence va faire mal, pardon. Et puis Lens, de son côté, alors il s'était imposé à l'extérieur contre Angers, mais il s'était retombé dans leur travers à domicile où ils avaient manqué de réalisme pour s'incliner contre Brest. Après de perdre contre Brest, déjà il n'y a pas à rougir en soi puisque c'est une belle équipe, mais les Lensois avaient quand même dominé cette équipe bretonne, auraient mérité mieux, et je pense qu'ils vont rattraper les points perdus à domicile par une performance, c'est l'avant-dernier du classement. Donc Chris, toi tu vois l'inverse, c'est qu'une victoire messine. Ouais, je vais clairement chercher la surprise. Hein. Je pense qu'il peut y en avoir une sur ce match. Hein. Je ne vais pas trop parler du FC Metz parce que voilà, c'est une équipe qui est quand même qui reste sur 6 matchs sans la moindre victoire. Mais quand même, il faut quand même souligner qu'ils ont fait quand même 3 clean sheets là, sur les derniers matchs. Ils font des nuls 0-0 là, contre Nantes, 0-0 aussi à Lille, donc c'est plutôt intéressant. Ils perdent seulement 2-1 à domicile contre Marseille et ils auraient pu peut-être accrocher ce match nul. Voilà, donc c'est une équipe qui se bat, qui s'accroche, qui va un peu mieux. Donc voilà, mais je mise surtout sur cette équipe lensoise qui moi, pour moi en ce moment est sur la pente glissante. Hein. Ils sont retombés dans l'anonymat de la Ligue 1. C'est seulement 2 victoires sur les 9 derniers déplacements. C'est des défaites chez des mal classés, Lorient, Brest. Bon, c'est vrai que Brest c'est une bonne équipe à domicile, mais c'est quand même un club qui est dans la deuxième partie du tableau. Donc voilà, donc je me dis qu'il peut peut-être y avoir une petite surprise sur ce match-là. Donc clairement, je vais spéculer et je vais chercher Metz. Ouais. Très bien, merci. Match numéro 4, Clermont qui accueille Lorient. Nadim joue un triple sur ce match et Chris, lui, base les Clermontois. Nadim, premier joker.
Ouais, clairement, je sens que c'est l'équipe, je vais souvent tripler parce qu'elle est assez imprévisible, hein, capable de battre du gros comme Marseille et puis qui peut perdre contre n'importe qui. Donc 15e contre 18e, il y a 4 points d'écart entre les deux formations, donc elles sont quand même sensiblement de même valeur. Elles luttent toutes les deux pour leur survie. Donc à partir de là, on ne sait pas trop si ça va vraiment se livrer ou pas. Et puis la première équipe qui marquerait pourrait faire la différence. Alors Clermont, ils allaient beaucoup mieux depuis un certain temps, mais ils se sont lourdement inclinés sur la pelouse du LOSC, 4-0. Donc c'est vraiment un coup d'arrêt et ça peut les faire douter. Et de son côté, Lorient allait aussi mieux, mais ils se sont également lourdement inclinés contre l'Olympique Lyonnais, avec certes quand même du beau jeu produit durant ce match. Au niveau des occasions, c'était assez équilibré. Seulement les Lyonnais se sont montrés plus réalistes. Et puis il y a le buteur maison Terem Moffi dont je parlais il y a 2 semaines, qui était une anomalie puisqu'il n'avait pas encore vraiment marqué cette saison. Et là, il a renoué avec le chemin défilé, donc il est peut-être en confiance. Donc méfiance avec Terem Moffi, buteur, et donc un match imprévisible qui mérite son triple. Très bien. Toi, confiance envers tes protégés finalement, Chris. Oui. Ce week-end, c'est le déclic. Hein. Je pense que Clermont va champion. Va clairement revenir dans le ventre mou de la Ligue 1 avec ce match-là, parce que voilà, je pense que cette semaine, Clermont a tout fait pour bien préparer ce match. Je rappelle, ces dernières semaines, depuis le début de l'année 2022, c'est quand même des résultats très intéressants avec des victoires à Marseille et à Nice. Mais c'est une équipe qui a souvent été fébrile et assez stressée face à des concurrents directs. Hein. Donc, je rappelle la défaite contre Saint-Etienne dans les dernières minutes, le nul à domicile contre Bordeaux, même si Bordeaux menait 1-0, donc c'est quand même un point pris, donc c'est toujours intéressant. Mais voilà, cette semaine, le staff a bien préparé cette équipe. Mentalement, il y a eu pas mal de séances pour éviter un petit peu le stress et pour dédramatiser ces matchs-là. Mohamed Bayo devrait revenir. Hein, il a été préparé aussi. Enfin, il a été pris en main par un préparateur physique toute la semaine. Il a fait un gros travail individuel. Et Bayo à Clermont, c'est quand même une équipe qui change totalement quand il joue. C'est un garçon qui est puissant, qui marque beaucoup de buts, donc et qui est capable de percer une défense de Lorient qui, je trouve, pour moi, est assez lente derrière. Donc voilà. Donc pour moi, tous les feux sont ouverts pour Clermont. Je rappelle juste quand même quelques stats. Lorient, c'est 2 victoires sur ses 20 derniers matchs de Ligue 1. Donc c'est très peu, et c'est 7 défaites sur ses 9 derniers déplacements. Donc c'est quand même une équipe qui a beaucoup de difficultés et qui vient aussi d'en prendre 4 à la maison. Donc je préfère quand même prendre 4 buts à l'extérieur que 4 buts à la maison. Ça fait un peu moins mal. Donc voilà. Donc pour moi, Clermont a toutes ses chances ce week-end. C'est noté. On enchaîne avec Angers qui accueille Reims. Une répartition aussi, alors pas très très équilibrée, mais Angers reste favori à 44%, 32 pour le nul et 22 pour une victoire de Reims. Et toi, Nadim, justement, tu ambitionnes un match fermé puisque tu joues le N-Fix. Au contraire de Chris, on le verra qui lui joue un triple. Donc toi, Nadim, c'est ton N-Fix de la grille en fait. Ouais, j'en parle assez souvent de cette équipe de Reims qui m'inspire toujours le nul en première croix. Donc c'est confirmé par les chiffres, puisque factuellement, Reims, c'est 11 nuls depuis le début de la saison. Ce sont les Rocketmen des matchs nuls. Derrière, il y a le LOSC qui a 9 nuls, et juste derrière, il y a le SCO d'Angers avec 8 nuls et quelques autres équipes. Donc 2 équipes sur le podium en termes de nombre de points partagés. Angers qui reste sur 6 défaites de rang, donc ça commence à faire pas mal, hein, 6 défaites. Donc il va essayer de stopper l'hémorragie dans ce match. Donc évidemment, ils vont essayer de chercher la victoire, pourquoi pas, mais un nul serait un moindre mal. Et puis de son côté, Reims, c'est l'équipe qui sait faire déjouer ses adversaires, et je dirais encore plus en déplacement, où ils sont encore plus embêtants et ils font encore plus déjouer les adversaires. Donc un match qui sent bon le partage des points et peut-être le 0-0. Et je n'irai pas regarder ce match, je pense. D'accord, très bien. Au moins, ça a le mérite d'être honnête. Chris, tu joues ton premier joker, toi. Ouais, je le joue parce que c'est un match où tu peux t'arriver. Hein, clairement, Angers, on le sait, sont en très très grande difficulté avec ces 6 défaites. Là, le président vient de faire une sortie dans la presse en annonçant qu'il confortait son entraîneur. Alors, dans ces cas-là, c'est à qui tout double. Hein. C'est soit le groupe suit le président et c'est une grosse réaction ce week-end, ou soit le groupe lâche carrément parce que le groupe ne supporte plus l'entraîneur et ça peut être une grosse désillusion. Donc voilà, donc je me dis qu'il peut tout y avoir dans ce match. Reims en plus m'a souvent fait perdre au l'autofoot parce que je les sous-estime souvent, donc voilà, donc je triple, je prends aucun risque sur ce match et comme Nadim, c'est clair que je préfère regarder Clermont-Lorient que Angers-Reims. C'est là qu'il va y avoir un 5-4 dans ce match, donc archi. Ouais.
Allez, match numéro 6, c'est déjà le dernier match de Ligue 1 de la grille. Strasbourg qui accueille l'AS Monaco. Alors pareil, encore deux choix complètement opposés, puisque Nadim, tu bases les Strasbourgeois. Par contre, Chris, toi, tu bases les Monégasques. On est pressé de vous entendre, messieurs. On commence par Nadim. C'est pas un match évident à déchiffrer, hein, évidemment. Donc, le Racing Club de Strasbourg, il reste sur 3 matchs nuls et avant ça, ils avaient 2 victoires. Donc, il reste sur une série de 5 matchs où ils sont invaincus. Mais l'attaque, elle s'est un peu calmée lors des dernières sorties puisqu'elle est un peu moins prolifique que ce qu'on a pu connaître en début de saison. Mais néanmoins, je trouve que Strasbourg à la Méno reste vraiment redoutable. Ils ont leur quatuor offensif dont on parle à chaque fois. Et Monaco, de son côté, certes, ils se sont imposés à Marseille, mais en première mi-temps, ils ont été bien bougés, ils ont été plutôt heureux sur l'ensemble du match. Et surtout, ils viennent d'effectuer un déplacement à Braga, où là également, ils ont été bien secoués, et ils reviennent avec un 2-0 qui n'est pas digne de leur standing. Donc Monaco qui vient d'effectuer un déplacement au Portugal, qui n'aura que 3 petits jours de repos avant ce match. Donc je tente quand même un petit coup de poker, mais calculé, avec une victoire des locaux à la Méno. Ok, très bien. Chris, donc tu joues les joueurs du Rocher. Ouais, confiance à Monaco. Alors, bon, c'est une petite confiance, hein, on va pas se le cacher. Hein, parce que bon, Strasbourg, c'est quand même une belle équipe de Ligue 1 qui est quand même dans le top 5 de la Ligue 1 et qui est 5e au classement. Mais voilà, quand j'analyse un petit peu les matchs à domicile de Strasbourg, je me rends compte que Strasbourg a cartonné toutes les équipes de la deuxième partie du tableau. Mais face aux équipes du haut de tableau, ben, Strasbourg a eu beaucoup de difficultés. Hein. Voilà, je rappelle les défaites contre Lille et Marseille, le dernier nul là contre l'OGC Nice. Donc voilà, donc c'est un petit peu plus compliqué face au cadre de cette Ligue 1. Pour moi, Monaco est un cadre de la Ligue 1, même si Monaco n'est pas encore vers le podium. Mais voilà, c'est une équipe qui sur le papier, on l'a souvent dit, qui est quand même assez impressionnante. Hein. Donc voilà, donc cette victoire à Marseille, même si elle est laborieuse, elle est très importante pour le moral et le mental, et pour aller chercher la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc voilà, donc je vois bien Monaco surfer sur cette belle dynamique de cette victoire à Marseille. Alors j'exclus pas qu'il y a ce match de Coupe d'Europe de jeudi qui a un petit peu refroidi mes ardeurs, mais voilà, pour moi, Monaco a largement les capacités d'aller chercher des points à Strasbourg, et Strasbourg, je les vois plutôt sur la pente glissante en ce moment, et j'ai l'impression qu'ils vont vite peut-être retomber dans l'anonymat avec ces 3 derniers nuls là, donc sur les 3 dernières journées. Donc ça peut devenir un petit peu plus compliqué pour la fin de saison pour Strasbourg. Très bien, merci. Milieu de grille, match numéro 7, direction l'Angleterre avec les Gunners qui accueillent les Foxes. Vous avez un prono de concert puisque tous les deux vous faites confiance à Arsenal qui aujourd'hui pointe à la 4e place et qui reçoit donc le 12e Leicester, Nadim. Ouais, on a un prono commun. Alors, c'est pas une base forcément évidente, même si la dynamique du côté d'Arsenal est assez exceptionnelle avec 4 victoires de rang. Mais c'est 4 victoires sur la plus petite démarche, donc un but d'écart. Même la dernière à Watford, ils se sont fait peur en se faisant rejoindre en fin de match à 3-2 et ils auraient pu concéder une égalisation. Donc, il n'y a pas énormément de marge du côté des Gunners, mais quand même, le moral est au beau fixe. Ils viennent de réintégrer le Big Four historique. Donc, non seulement ils sont à la 4e place, avec 2 matchs ou 3 matchs de moins même par rapport à certains adversaires, mais ils ont intégré le Big Four historique, donc c'était Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man U, les 4 grands d'Angleterre. Et comme je vous l'avais dit contre Watford, c'est vraiment la jeunesse qui a pris le pouvoir dans cette équipe, puisque les 3 que je vous avais cités, donc Odegaard, Martinelli et Bukayo Saka, les 3 ont marqué contre Watford, donc ça c'est un très très bon signe. On se demande au passage où est mon ami Lacazette, mais ça c'est autre chose. Et puis de son côté, Leicester va beaucoup mieux quand même depuis quelques matchs. Ils viennent d'enchaîner 3 clean sheets, donc celle contre Rennes hier en Europa League. Et puis avant, ils avaient battu Leeds 1-0 et Burnley 2-0. Donc Leicester va mieux, mais sera toujours amputé de son joueur phare qui est Vardy. Donc méfiance quand même, ça sera pas simple pour les Gunners, mais je tente quand même, par rapport à la fatigue du match d'hier et la dynamique des Gunners, une victoire à l'Emirates des locaux. Est-ce que, Chris, tu as d'autres arguments avec le même prono? Non, pas forcément. Après, voilà, Nadim a tout dit sur Arsenal, sur cette belle dynamique. Moi, je mise surtout contre Leicester, qui pour moi, n'a plus rien à jouer dans ce championnat, clairement. Hein. Si on regarde le classement, ils ont 12 points d'avance sur le premier relégable. Donc, je pense que le maintien est quasiment assuré. Et ils ont 14 points de retard sur l'Europe. Donc, ça va être compliqué d'aller chercher un ticket européen grâce au championnat. Donc, je me dis que Leicester doit tout jouer sur la Coupe d'Europe. Là, Arsenal arrive entre 2 matchs de Coupe d'Europe. Dans quelques jours, ils vont aller à Rennes.
pour essayer de garder ses 2 buts d'avance. Donc voilà, donc pour moi, Leicester, je ne dis pas doit lâcher ce match, mais à mon avis, il faudra éviter quand même quelques blessures pour pas avoir des problèmes face à Rennes. Et puis si on regarde les statistiques, Arsenal, c'est quand même la 3e meilleure équipe à domicile de la Première Ligue, derrière Liverpool et Manchester City. Et Leicester, c'est la 15e plus mauvaise équipe à l'extérieur. Donc je pense qu'à mon avis, il n'y aura pas photo sur ce match, même s'il faut être quand même prudent avec cette équipe de Leicester qui est capable de faire quelque chose. Si je peux te compléter, Chris, le championnat d'Angleterre il est un peu spécial, puisque même quand les équipes ont assuré leur maintien, en fait, chaque place rapporte tellement de plus en écart de droit. C'est genre 4 ou 5 millions d'euros par place gagnée. Donc le 11e se battra jusqu'au bout pour être 10e ou 9e, parce que les écarts sont énormes dans les rétributions liées au contrat télé. Donc juste c'est le seul championnat où il faut se méfier du fait d'avoir assuré son maintien, parce qu'il y a des retombées énormes entre chaque place gagnée. Mais c'est vrai qu'avec le dommage de Coupe d'Europe, c'est peut-être... C'est vrai, non, ça je suis d'accord, il y a le retour, effectivement, tout ça se justifie, mais c'est juste un petit détail dans l'analyse. Allez, on reste en Angleterre pour le 8e match avec Chelsea qui accueille le nouveau château, avec un double 1N pour Nadim et un nouveau joker pour Chris. Au niveau répartition, qu'est-ce que ça donne? Un Chelsea ultra favori à 84%, 10 pour le nul et 5 pour une victoire de Newcastle. Donc c'est assez étonnant, on est pressé d'entendre vos arguments. Chris qui triple et donc Nadim qui joue un double 1N. Ouais, donc c'est par rapport au Magpies, le nouveau château. Hein. T'as préféré nouveau château à Magpies? Pourquoi pas? C'est un petit clin d'œil. Hein. Donc les Blues, en fait, en 2022, ils sont plutôt pas mal, même si on peut penser que ça joue pas exceptionnellement bien. Mais en fait, c'est juste par rapport à l'absence de Lukaku et à sa méforme qu'on peut se dire que les Blues ont des problèmes. Mais depuis la défaite à Man City, tous les résultats sont plutôt bons. Évidemment, ils ont perdu la finale de la League Cup, mais c'est une finale et c'est pas le championnat. En championnat, ça tourne plutôt bien. Donc, beaucoup de victoires pour cette équipe de Chelsea qui a également eu le tout titre de champion du monde des clubs. Donc, rien à dire sur Chelsea de particulier. Par contre, on a couvert, Chris et moi, donc moi je suis pas allé aussi loin que Chris, parce que Newcastle, c'est vraiment la métamorphose, quelque chose d'inimaginable. Donc, il y a un repreneur pour cette équipe et on se demandait si cette équipe allait pouvoir survivre dans ce championnat de Première Ligue, et puis ils sont en train d'en prendre le chemin. Alors, pourquoi ils se sont métamorphosés? Je dirais qu'ils ont eu un recrutement plus qu'intelligent. Il y a eu un joueur clé recruté par ligne. Il y a eu Dan Burn, le géant défenseur de Brighton, 1m98, qui a donc intégré la défense centrale des Magpies. Au milieu de terrain, il y a mon ami, puisque tous les Lyonnais c'est mes amis, Bruno Guimaraes, qui a rejoint cette équipe. Et puis en attaque, ils ont pris Chris Wood, l'attaquant néo-zélandais de Burnley, plus un Alan Saint-Maximin qui est au sommet de son art cette saison. Donc ça fait un cocktail assez détonnant. Donc j'ai mis un N et je vous cache pas que le 2, je l'aurai dans une anti-préf avec le logiciel, parce que ça serait pas une surprise s'il y avait un exploit de Newcastle sur la pelouse des Blues. Ok, donc le fond de pensée, presque le même raisonnement que toi, Chris, avec ton triple. Oui, c'est ça exactement. Hein. Donc c'est vrai qu'on coche Chelsea parce que Chelsea est logiquement supérieur à cette équipe de Newcastle. Mais depuis le début de l'année 2022, depuis le mercato, Newcastle est complètement transformé. Même si c'est pas encore très bon dans le jeu, c'est une équipe qui est impressionnante, qui gagne, qui reste sur 9 matchs sans défaite. Voilà, Nadim parlait du recrutement, hein, c'est Burn, là, ce défenseur de Brighton, voilà, je l'avais jamais vu, c'est assez impressionnant derrière. Chris Wood là, qui était quand même le buteur de Burnley. Voilà, Bruno Guimaraes, j'ai l'impression qu'il est transformé depuis qu'il est arrivé là-bas, alors qu'à Lyon, il faisait des matchs un peu en demi-teinte, hein, c'était soit bon, soit mauvais. C'était pas très régulier, je trouve. Voilà, puis il y a des joueurs comme Trippier aussi de l'Atlético Madrid là sur le côté. Voilà, c'est une équipe qui est quand même très très intéressante. Hein. S'ils avaient débuté avec cette équipe-là au début de saison, je pense qu'ils seraient peut-être 6 ou 7e dans le classement de la Première Ligue. Donc voilà, donc je tente une surprise. Voilà, Chelsea est favori, c'est vrai. Mais il y a ce match aussi de Ligue des Champions là qui arrive dans quelques jours face à Lille. Donc voilà, donc Chelsea aura tout intérêt aussi à se qualifier en Champions League. Donc voilà, donc ça peut être une belle surprise ce week-end Newcastle. Très bien, merci. 9e match, ce sera le dernier concernant la Première Ligue. On a West Ham qui accueille Aston Villa. Au niveau de la répartition, c'est en faveur de West Ham à 52%, le nul à 26% et une victoire des Villains à 21. Nadim, de ton côté, tu joues un joker et toi, Chris, tu bases
West Ham. Donc Nadim, prudent sur ce match. Ouais, sur la dynamique du moment, ça me fait penser un peu à Fio et Las Vérone, parce que les Hammers, c'est vraiment pas l'équipe qu'on a connue en début de saison. À partir du mois de décembre, ils ont commencé à perdre leur rythme et à faire énormément de contre-performances. Ils sont en difficulté dans beaucoup de matchs normalement à leur portée. C'est 3 défaites de rang pour les Hammers. Donc hier, c'est une défaite contre le FC Séville, 1-0, mais il y a un match retour. Donc à nuancer, ça dépendra du retour, mais il y avait avant cela une défaite à Liverpool. Alors certes, c'est Liverpool, mais on a vu, c'est pas le plus grand Liverpool qu'on a en ce moment, et une autre défaite plus inquiétante contre Southampton. Donc l'équipe n'est pas au mieux. Il y a eu l'affaire Kurtzuma, on le rappelle, qui a sûrement influencé les attitudes dans cette équipe. Et puis un Antonio qui n'a pas marqué en championnat depuis le 1er janvier. Alors il a marqué en Cup il y a 2 semaines, mais en championnat il reste complètement inefficace. Et puis de leur côté, les Villains, ils sont plutôt en forme. C'est 3 victoires de rang et 3 clean sheets. Alors certes, les adversaires, c'est pas les plus prestigieux, mais quand même Southampton, il faut quand même les battre. Il y a Brighton qui a été un peu affaibli avec notamment le départ de Dan Burn, mais il faut également les battre. Donc des adversaires pas vraiment reluisants ou très forts, mais il faut quand même les battre avec 9 buts marqués. Et puis Aston Villa a surtout recruté Philippe Coutinho, qui a fait le plus grand bien en meneur de jeu. Donc c'est ce qui manquait un peu à cette équipe, un distributeur, un meneur, pour alimenter et Watkins et Danny Ings en attaque. Donc je vois bien les Villains faire un coup dans ce déplacement à Londres, mais je préfère assurer évidemment avec un triple. D'accord, à l'inverse, Chris, lui, base le 6e contre le 9e, donc. Ouais, c'est ça. Après, je comprends Nadim et son triple, parce que Aston Villa, l'effet Steven Gerrard, je pense, est en train de porter ses fruits. Mais voilà, comme l'a dit Nadim, je relativise un peu les performances des Villains en ce moment, parce que c'est des victoires contre des équipes qui sont classées dans la deuxième partie du tableau. Alors certes, c'est vrai, Southampton est toujours une équipe difficile à manœuvrer, mais voilà, donc c'est pas West Ham. Mais voilà, West Ham, moi, sur les dernières prestations, même s'il y a des défaites, c'est plutôt des prestations intéressantes. À Liverpool, Anfield Road, la défaite quand même est pour moi illogique. Ils doivent égaliser, ils doivent prendre ce point là-bas. La coupe contre Southampton, est-ce que le club avait fixé cet objectif ou pas? Je ne sais pas. À mon avis, non. Sachant que West Ham est quand même en course pour aller chercher un ticket européen cette saison en Première Ligue. La défaite jeudi à Séville est plutôt intéressante parce que voilà, se perdre seulement 1-0 à Séville, sachant qu'il y a un retour quand même à Londres, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc je relativise un petit peu ses performances et je me dis que West Ham a toutes les qualités pour aller chercher cette victoire. À domicile, il reste quand même sur 3 bons matchs, sur des victoires contre Watford et Wolverhampton et sur un nul contre Newcastle, où on a dit tout à l'heure la Newcastle qui était complètement métamorphosée. Donc voilà, donc moi ma préférence est pour West Ham et si on parle statistique au London Stadium, les Hammers n'ont plus perdu devant les Villains depuis plus de 10 ans. Donc voilà, donc j'espère que ça ne va pas changer et que ça va continuer. Ok, merci. 10e match, on retraverse la Manche en sens inverse, on traverse les Alpes, on arrive en Italie avec le Hellas Vérone qui accueille le Napoli. Alors pareil, encore une nouvelle fois, vous avez des avis qui divergent puisque Nadim fait confiance en Napoli avec cette base à l'extérieur. En revanche, Chris joue son 2e joker sur ce match. Donc Nadim, tu as confiance en Naples. Oui, malgré le sale coup qu'ils nous ont fait contre le Milan AC, je vais redonner ma confiance aux Napolitains. Alors l'historique et les résultats récents sont plutôt en faveur de l'Hellas Vérone, qui reste sur 2 victoires et 2 nuls sur ses 4 dernières sorties, alors que Napoli c'est qu'une seule victoire en 5 rencontres, il me semble. Alors l'Hellas Vérone, ses performances c'est contre des équipes du milieu de tableau, à l'exception de la Roma, chez qui ils avaient fait un nul 2 partout. Sinon les victoires c'est contre Venise par exemple. Puis j'ai pas tout noté, mais c'était des équipes de deuxième partie de classement. Il y a Simeone qui joue dans cette équipe dont je vous ai parlé contre la Fio, mais là j'ai pas envie de vous en parler. Donc je vais plutôt du côté du Napoli qui a retrouvé tout son effectif. Alors ils sont déjà éliminés de l'Europa League depuis 2 semaines, mais là avec une nouvelle semaine de préparation complète, ils vont digérer cette défaite contre le Milan AC. Tout n'est pas perdu pour ce club. Ils sont toujours à portée de la première place. Ils peuvent toujours viser le titre, donc ça passe forcément par une victoire sur la pelouse de Vérone. Donc je leur fais confiance une nouvelle fois, en espérant qu'ils auront la même réussite que contre la Lazio. Surprise pas impossible pour toi, donc Chris, avec ton 2e joker. 3e ça, joker. pour moi, c'est pas impossible. Ouais. Et les hommes d'Igor Tudor, en ce moment, ils dorment pas. Donc, ils sont quand même invaincus depuis 4 journées.
C'est une équipe qui est à domicile, qui est quand même très performante. Hein. Ils ont quand même battu l'AS Rome, la Lazio de Rome et battu aussi la Juventus de Turin. Donc c'est quand même assez intéressant. Tout à l'heure, Nadim parlait de Simeone. Bon, moi, je vais en parler un petit peu. Hein. C'est quand même 15 buts en Serie A. Et c'est beaucoup de buts face aux gros. Hein. C'est un but devant l'Atalanta, c'est un doublé devant la Juve, c'est un but à Naples, c'est un quadruplé devant la Lazio de Rome. Donc c'est un garçon qui marche bien face aux grosses formations. Donc voilà, donc il faut se méfier de cette équipe de l'Hellas. Je m'en suis pas méfié la semaine dernière. Là, je vais m'en méfier en posant un triple, sachant en plus que Naples en ce moment, je trouve c'est pas exceptionnel. Cette défaite contre Milan a fait mal. Dernièrement en déplacement, c'est un nul à Cagliari qui est 16e de la Serie A. Donc cette élimination aussi en Europa League face au Barça, c'est une lourde défaite à domicile 4-2. Donc voilà, sans prendre de risque, je préfère mettre un petit triple. Et je suis persuadé que l'Hellas va faire un coup. Ok, vous aurez remarqué, messieurs, qu'il n'y a pas de match allemand dans cette grille. Donc, Chris, oui. normalement, tu devrais avoir un score supérieur la semaine prochaine, Chris. Parce que là, on reste en Italie avec le 11e match avec l'Udinese qui reçoit l'AS Rome. Alors, Nadim fait confiance à l'AS Rome et Chris fait confiance, mais laisse traîner quand même le N, Nadim, tandis que toi, soit tu n'avais plus de joker, soit tu te dis que l'AS Rome peut le faire assez et globalement facilement. En fait, les trois matchs italiens, j'ai basé les 3-2. Hein. Je spoil un peu le suivant, mais j'ai fait confiance aux équipes qui se déplaçaient. Alors, la Roma a eu pas mal de réussite sur sa dernière sortie, notamment déjà hier en Europa League, où ils se sont imposés 1-0 sur la pelouse du Vitesse Arnhem, avec un match plein de réussite. Hein. Ils doivent perdre ce match, mais Openda, dont un auditeur nous avait parlé la semaine dernière, il me semble, il a croqué, comme on dit. Mais ces 3 victoires 1-0 sur les 3 dernières sorties de l'AS Roma, c'est des scores qui ressemblent un peu plus à notre ami Mourinho. Donc, est-ce que la patte Mourinho commence à se faire voir? J'en sais rien. Et puis l'Udinese, c'est une équipe du ventre mou. Ils sont 14e du classement de Serie A. Alors, à domicile, c'est plutôt pas mal quand on regarde l'historique, mais en décortiquant, en dehors du 2-2 qu'il y avait eu en première journée de championnat contre la Juve, et donc ça commence à remonter. Quand ils ont reçu des gros, à savoir le Napoli et l'Atalanta, ils ont pris 4 buts d'écart. Donc, c'était 0-4 contre le Napoli et 2-6 contre l'Atalanta. Donc, ils ont pris de sacrés gifles. Alors, je ne situe pas l'AS Roma au même niveau que le Napoli et l'Atalanta, mais un cran en dessous. Mais quand même, je pense que les Romains peuvent enchaîner et puis confirmer leur objectif d'atteindre une place européenne et peut-être la Ligue des Champions, même si j'y crois pas trop. Ok, Chris, même raisonnement, mais on dirait avec le N qui traîne avec un chouïa de prudence supplémentaire. Voilà, prudent sur ce match. Nadim a tout dit sur l'AS Rome. Si je rajoute, c'est une série de 7 matchs sans défaite pour les Romains. Maintenant, moi, je laisse traîner ce nul parce que l'Udinese, comme l'a dit Nadim, c'est quelques résultats intéressants à domicile. Il parlait tout à l'heure de ce nul face à la Juve, mais il y a eu dernièrement aussi un nul contre le Milan AC et contre la Lazio de Rome. Voilà, donc il y a des victoires contre Sassuolo, contre le Torino. C'est une équipe qui s'accroche quand même à domicile. Hein. C'est une seule défaite sur ses 9 dernières réceptions. Donc voilà, donc c'est une équipe qui lutte pour le maintien. Donc je me méfie de cette équipe-là. Et comme la Roma m'a quand même pas mal déçu depuis le début de la saison. Hein. C'est une équipe qui devrait pourtant jouer le podium et qui se retrouve quand même assez loin. Donc voilà, donc je préfère être prudent et mettre un petit nul à côté. Je sais pas pourquoi, elle me rappelle un peu l'équipe de Monaco chez nous, l'AS Roma, par rapport à l'effectif et aux forces en présence devant. C'est un peu le même style, je dirais. C'est la même chose, mais pas avec le même entraîneur quand même. Allez, 12e match et dernier match italien. Le Torino accueille l'Inter de Milan. Là, vous êtes tous les deux d'accord puisque vous faites confiance en l'Internazionale, Nadim. L'Internazionale, comme tu dis, oui. Le Toro, c'est une équipe que j'aimais plutôt bien en Italie, mais là, je dirais qu'ils sont vraiment méconnaissables cette saison et particulièrement depuis quelques matchs. Ça fait 6 matchs sans victoire pour le Toro et ils avaient quand même, dans cette série de 6 matchs, le seul petit point positif qu'il y a eu. Point positif pris du côté de la Juve et dans le derby. En dehors de ce bon nul, je dirais que les autres résultats, c'est que des contre-performances. Et puis, ils ont été pas mal de temps orphelins de leur buteur maison qui est Andrea Bellotti. Alors, le seul point positif, au contraire, c'est le retour de Bellotti de blessure, qui a rejoué 3 matchs pratiquement en entier et marqué 2 buts lors de ces 3 derniers matchs. Mais je pense que ça sera insuffisant pour venir à bout d'une équipe de l'Inter. On l'a vu en milieu de semaine dans ce déplacement à Liverpool que l'Inter était une équipe redoutable.
Ils auraient même pu accrocher une prolongation s'ils n'avaient pas eu cette exclusion. Alors sévère sur la deuxième faute, mais pas sur la première. Donc ils ont joué à 10, mais malgré ça, ils ont été dangereux. Dzeko, Lautaro devant, c'est du très très haut niveau. Donc l'Inter qui avait eu un petit coup de mou a renoué en championnat de belle manière avec la victoire, avec une victoire 5-0 contre la Salernitana. Donc tout le monde a marqué, les attaquants sont en confiance, il reste sur 2 belles victoires, même si la victoire à Liverpool compte pour du beurre. Et je les vois bien enchaîner dans ce déplacement au Taureau pour reprendre potentiellement la première place, puisqu'ils sont à 2 points du leader, le Milan AC, et ils comptent en plus un match en moins. Très bien. Chris, pareil, tu fais confiance aux hommes de Milan. Ouais, même chose. Hein. Donc c'est ce match en retard et peut leur permettre de prendre la tête là, de la Serie A. Donc c'est vrai qu'une victoire là, au Torino, ça serait intéressant pour eux. La Ligue des Champions, c'est terminé. Donc là, c'est tout feu sur le championnat. Hein. Ils n'ont plus rien d'autre à jouer que ça. Donc voilà. Donc moi, je vois bien l'Inter s'imposer là-bas. C'est quand même la meilleure attaque de la Serie A. C'est la deuxième meilleure défense de la Serie A. Donc c'est quand même des stats assez impressionnantes. Et puis le Taureau reste sur 2 défaites à domicile là, contre Venise et Cagliari, 2 équipes qui luttent pour leur maintien en Serie A. Donc je les vois quand même très très mal faire un résultat face à l'Inter Milan, qui n'a qu'une seule défaite depuis le début de la saison à l'extérieur. Donc voilà, donc tout feu pour l'Inter. Ouais. Très bien, merci. Avant-dernier match, direction de la Liga Primera avec le Betis Séville qui accueille l'Athletic Bilbao. Dernier joker pour Nadim avec un triple. En revanche, Chris, toi de ton côté, tu bases Bilbao. Donc Nadim, tu sens pas trop ce match finalement, tu as voulu le couvrir? Ouais, parce que le Betis, déjà, j'avais basé l'athlé lors de la dernière grille, pardon, et ils sont vraiment en perte de vitesse, hein. Ils sont en train de s'essouffler. Ils se sont même inclinés hier en Europa League contre l'Eintracht Francfort 1-2, malgré le but de Nabil Fekir. Donc j'avais dit que Nabil Fekir allait un peu moins bien. Bon, c'est un peu moins vrai parce qu'il a marqué, mais je pense qu'il y a un petit coup de mou dans cette équipe et puis un gros coup au moral puisqu'ils étaient 3e du classement il y a à peine 2 semaines et il y a 2 défaites qui leur ont fait très mal. La défaite dans le derby face au FC Séville et puis donc l'autre défaite face à l'Athlé le week-end dernier qui leur fait perdre leur place en Ligue des Champions. Donc la dynamique est plus vraiment là et ils vont peut-être miser tout sur le retour en Europa League où ils pourraient faire peut-être un joli parcours en s'imposant. Enfin, ils vont avoir un peu un choix cornélien à faire entre les deux compétitions, soit le championnat, soit l'Europa League, donc c'est pas évident. Et de son côté, Bilbao, ils n'ont que le championnat à jouer en ce moment. Alors certes, c'est pas reluisant à l'extérieur, ils font pas des perfs exceptionnels, mais je reste d'avis que la qualité de l'effectif de Bilbao chez les Basques leur permettrait de faire une performance à Séville. C'est un match qui se triple d'après moi. Et pourquoi pas une petite surprise, je ne sais pas combien c'est à 21%, pourquoi pas une petite surprise des Basques dans ce déplacement. D'accord. 5e contre 8e. Toi, Chris, tu fais confiance à Bilbao dans ce match qui pourtant paraît serré au classement. Ouais, c'est ça, c'est un match qui paraît serré. Hein. Si j'avais eu un triple, je l'aurais peut-être sûrement mis. Hein, mais voilà, mais je me dis que le Betis en ce moment, c'est en train de perdre un petit peu de son allant là, depuis quelques temps. Alors, on a souvent encensé cette équipe du Betis, hein, on a souvent parlé de Fekir, etc. Mais là, en 2022, c'est quand même 3 défaites à domicile hein, depuis 2022. C'est contre le Celta Vigo, contre Villarreal et contre l'Atlético Madrid. Donc ça fait quand même assez mal. Voilà, c'est une équipe qui va peut-être se pencher sur ce match retour de Coupe d'Europe face à Francfort, qui va jouer aussi la finale de Coupe du Roi à la fin de la saison. Donc, est-ce que pour eux, tout était déjà acquis? Je ne sais pas, mais c'est vrai que là, en ce moment, c'est pas exceptionnel. Et à l'inverse, moi, Bilbao, je me suis mis un petit peu à regarder leur match et puis je me régale à chaque match. Hein. Là, j'ai vu le match contre Levante. Alors, c'est vrai que c'était la lanterne rouge de la Liga, hein, mais l'ambiance est exceptionnelle. Cette équipe est pleine de fougue. C'est une équipe qui lâche jamais rien, qui se bat. On l'a vu dans les matchs de Coupe du Roi ou de Supercoupe face à Barcelone ou au Real Madrid. Moi, les deux frères, là, Nico Williams et Inaki Williams, c'est 2 joueurs assez exceptionnels devant. C'est vraiment des fusées là, qui percutent sans arrêt. Donc moi, j'aime ce genre de joueur. J'aime aussi le capitaine qui au milieu de terrain, qui délivre de bons ballons, qui se bat aussi partout. Voilà, bon, pour moi, cette équipe basque peut faire mal sur la fin de saison. Elle n'a plus que ça, que le championnat. Ils sont seulement à 3 longueurs du Betis. Donc voilà, donc une victoire là-bas peut leur permettre d'aller peut-être chercher une place européenne à la fin de la saison. Et franchement, cette équipe-là le mériterait vu leurs prestations.
Très bien. Il y a le Gage 942 qui nous demande si ce match est un derby. Avec un point de... Je pense pas, en fait. Non, Séville, c'est plus dans le centre du sud pays. de l'Espagne. Ouais, dans le sud, d'accord. Ok. Donc, voilà, pour te répondre, non. Allez, dernier match. Là, vous êtes d'accord tous les deux. Barcelone, c'est également la base numéro 1, dans la répartition 90%. Barcelone qui reçoit Osasuna et tous les deux. Donc, vous basez le Barça, Nadim. Ouais, moi alors je base parce que, comme dit la dernière fois, j'ai une garantie de la part de mes deux collègues, garantie, donc cette fois 500 000 € de la part de chacun si je fais le 13 sur 14 et que je saute à cause de Barcelone. C'est ça, mais donc, c'est la garantie c'est sans le logiciel avec 1 €. Hein. Voilà. Donc, je base le Barça déjà sur la grille. Vu la difficulté, on peut pas trop se poser de questions sur ce type de match. Hein. Le Barça est bien sûr largement favori, même si lors de la dernière grille, on n'en a pas parlé, mais ils se sont imposés dans la douleur dans leur déplacement. Je sais plus contre qui c'était l'équipe, mais à Elche, merci. C'était vraiment dans la douleur, un penalty. Alors, c'est un scandale ce match, Nadim. Tu le sais que je suis un pro Barça. Oui. J'ai vu les 20 dernières minutes. Tu siffles un péno d'un côté, tu le siffles pas de l'autre. La même action, voilà. Le copier-coller de la même action du bras involontaire dans une surface et dans l'autre, il y a penalty pour le Barça et pas penalty. Ça m'a bien arrangé. Ça n'en est pas moins un scandale. Voilà, faut être objectif. Ouais, ça a dû en arranger plus d'un, notamment dans les 42 gagnants. Beaucoup avaient dû baser le Barça très certainement. Oui. Et puis, donc, il y a également une contre-performance hier en Europa League. J'ai toujours peur de dire Conference League ou Europa League. Hein, on s'en mêle un peu les pinceaux, mais c'est bien l'Europa League hier. Ils ont fait 0-0 contre Galatasaray. Ils auraient même pu perdre le match avec Bafé Timbi Gomis qui avait marqué en fin de match. Hein. Encore un ami au passage. Beaucoup de Lyonnais finalement qui jouent au football. Donc hier par contre ils ont quand même eu énormément d'occasions à l'instar de leur match précédent où ils avaient mis 3 fois de suite 4 buts. Donc c'était pas le cas à Elche ni hier en Europa League, mais les offensifs sont vraiment redoutables, même s'ils croquent pas mal, il y a beaucoup d'occasions, il y en a une quinzaine par match. Ça devrait suffire à venir à bout de l'Osasuna Pamplune. Qui à l'extérieur est plutôt une équipe à qui tout double, hein, qui n'a pas à rougir de ses déplacements puisqu'ils s'étaient certes inclinés sur la pelouse de la Real, mais ils avaient également su s'imposer par 2 fois chez le Rayo et chez Granada, mais c'est pas du même calibre que le Barça qui est en train de retrouver ses couleurs. Très bien. Chris, j'imagine que c'est la première fois que tu as accroché, c'est ta première base. Ouais, mais c'est vrai en plus. C'est vrai, en plus, c'était ma première base. Alors je suis content parce que Nadim devient un socios, donc c'est intéressant. Il va pouvoir nous inviter au New Camp, hein, donc ça c'est plutôt sympa, surtout s'il prend. Attends, le 14, je le note pour pas qu'il oublie. Hein. Et s'il prend le 14, il est obligé, hein, donc il n'a pas le choix. Ça dépend des rapports. On est déjà allé, hein. On fera une parenthèse. On est déjà allé, mais t'étais pas là, Chris. Voilà, dommage. J'étais pas encore là. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, non, moi le Barça depuis quelques temps, je me régale à les voir jouer. Alors c'est vrai que contre Galatasaray et contre Elche, Galatasaray il marque pas, Elche il marque seulement 2 buts. Mais le nombre d'occasions, c'est quand même assez impressionnant dans un match. Hein. C'est à chaque offensive du Barça, il y a une occasion et pas un tir à 20 mètres au-dessus. C'est souvent. Ça veut dire qu'il y a du déchet aussi, c'est ça. Hein. Le problème il est là, c'est qu'il y a énormément de déchets. Hein. Voilà, je prends Ferran Torres qui contre Elche a raté énormément d'occasions. Mais bon, voilà, s'il a été prêté au Barça, s'il a été un peu jeté peut-être de Manchester City, c'est peut-être aussi à cause de ça. Mais voilà, il y a énormément de qualité. C'est quand même une équipe qui est invaincue depuis 11 matchs en Liga, qui maintenant vient de monter sur le podium de la Liga. Alors, si on avait dit ça il y a quelques temps, je pense que personne ne l'aurait cru. Mais là, en ce moment, c'est impressionnant. Et puis en plus, Osasuna, pour moi, c'est une équipe vraiment de la deuxième partie de tableau, hein, qui a perdu chez les gros, hein, à Séville, à Madrid devant l'Atlético, à la Real Sociedad dernièrement aussi. Donc voilà, donc pour moi c'est pareil, c'est le Barça doit s'imposer. Alors j'espère qu'ils vont pas nous faire mentir, mais franchement voilà, le Barça est au-dessus en ce moment. Et moi dans la qualité de jeu, je me dis que le Barça est quand même assez proche du Real en ce moment. Donc c'est vrai que c'est dommage qu'ils ont perdu du temps au début de saison. Mais je pense que ça aurait pu être une belle petite guerre sur la fin de saison entre ces deux clubs. Parce que je vous dis, offensivement, c'est impressionnant. Une belle lutte. Merci. Ouais, c'est ça. Hein. Très bien. Messieurs, merci. Voilà, c'était les 14 matchs qui composaient cette grille. C'était le prono donc, du Loto Foot 15 numéro 16 à valider dimanche avant 14h55, doté d'un pactole d'1 million d'euros. L'indice de difficulté, je le signale, il est quand même à 7,42 et d'un avis personnel,
Compte tenu du nombre de matchs qui sont équilibrés sur cette grille, j'annonce pour ma part l'absence de gagnant au rang 1, Nadine. Voilà. Je ne sais pas quelle est ta vision sur cette grille, mais pour moi, il y a trop de matchs équilibrés. Non, elle est vraiment compliquée. On va partir du principe que le Barça, normalement, devrait le faire, mais c'est vrai que toutes les autres bases que j'ai proposées, je ne mettrai pas ma main à couper dessus. Hein, donc, c'est une grille qui peut être compliquée. Tout à fait. Alors, c'est un prono en 3 triples, 3 doubles, comme d'habitude. Vous savez que si vous jouez ce prono en direct, il vous en coûtera 216 €. En revanche, en N-1, et ce n'est qu'un exemple, puisqu'il y a plein de formules possibles, en N-1 avec le logiciel ou l'application Pronofoot 1 et 2, il vous en coûterait donc 24 €. Messieurs, merci. On va enchaîner avec votre sélection de bookmaker de la semaine. Avant ça, je vous rappelle à vous, auditeurs, si vous souhaitez poser des questions, c'est maintenant dans le chat. On espère qu'il y aura des questions. On en fera une sélection. Ça peut être aussi un prono que vous proposez, une question technique sur le logiciel, une question plus en rapport avec un sujet d'actualité, toujours bien évidemment en rapport avec le sport. Allez, c'est parti. On va commencer avec la sélection de Nadim au niveau des bookmakers pour ce week-end. Je vais attendre que Seb nous affiche ça au niveau de la technique. Oui, c'est bon. Alors normalement, donc j'ai commencé par. Donc je suis toujours pris. Je suis fidèle à mes habitudes. Ouais, ok, il y a la surprise pour après, hein, Seb. Merci. Donc fidèle à mes habitudes avec les matchs du vendredi soir, puisqu'on fait l'émission le vendredi en ce moment. Alors Jonathan David a renoué avec le chemin défilé contre l'équipe de Chris. Donc en fait c'est l'effet ketchup dont nous parlait Cristiano Ronaldo. Je pense que ça va de nouveau dérouler pour le Canadien et je le vois bien buteur ce soir contre mes amis stéphanois. Donc cote à 2,35. Et après, je vais du côté de l'Atlético qui a fait un super match donc la semaine dernière sur la pelouse du Betis, on en a parlé, avec Antoine Griezmann qui sera titulaire en l'absence d'Angel Correa qui s'est blessé. Donc Grisou, je pense qu'il peut marquer son petit but, surtout que l'adversaire, c'est pas un foudre de guerre, coté à 2,40. Donc ça, c'est mes deux buteurs, on va dire, que je vais peut-être jouer en combiné normalement. Et il y avait un troisième buteur, mais je sais pas si la technique va nous le mettre. Je pense qu'on ne s'est pas compris avec Seb, alors, parce que j'ai un troisième buteur qui s'appelle Tom Lees. C'est un buteur d'Huddersfield. Huddersfield qui va jouer ce soir en déplacement en Championship. Donc, comme j'ai passé mon Billy Sharp la semaine dernière, j'avais dit que si je le passais pas, je toucherais plus au Championship. Mais comme c'est passé, je fais un petit truc original. Donc, Tom Lees, c'est le défenseur central d'Huddersfield. Il a marqué un doublé et un triplé lors des 2 derniers matchs. Et il est coté à 14,50 ce soir. Ah oui. Donc, une petite folie. C'est pas un coup de poker, c'est une petite folie. J'ai mis une belle pièce quand même dessus. Donc, 0,4 unités pour ceux qui suivent en unité. Voilà, une petite folie. On verra bien. Ça mettra un peu de piment. Si ça passe pas, évidemment, j'en attends rien d'une cote à 14,50, évidemment, c'est loin d'être trop sûr. Mais ça se tente. Si on les tente pas, on les passe jamais. Donc, moi, je les tente. Alors, on me dit en régie que Seb voulait l'afficher, mais comme il n'a pas trouvé le nom du joueur sur Google, il n'a pas su l'orthographier. donc, il ne l'a pas affiché. Bon, ok, Nadim. En tout cas, donc, ça fait 3 pronos book pour toi, contrairement à ce qu'indique l'affichage, et on fera le bilan donc la semaine prochaine. Très bien. Ça te va? Allez, Chris, à ton tour. Quelle est ta sélection? Est-ce que tu vas nous parler un peu rugby comme d'habitude ou pas du tout? Oui, c'est ça, comme d'habitude. Hein. Donc, le retour du tournoi Destination. Il y a le match de l'équipe de France ce soir là, à 21h. Donc, voilà, exceptionnellement, il joue ce soir. Donc, c'est plutôt intéressant par rapport à l'émission. Donc voilà, c'est Pays de Galles France à Cardiff. Donc, c'est toujours un déplacement qui est très compliqué. Cette équipe galloise a retrouvé quelques sensations là, face à l'Écosse. Donc, il faudra s'en méfier. Pour moi, je vois une courte victoire de la France. Donc, sur ce pari-là, je mettrais un handicap de +8 en faveur du Pays de Galles. Donc, ça permet peut-être une surprise avec la victoire des Gallois ou peut-être une victoire des Français avec moins de 8 points d'avance. Je pense que c'est possible parce que, voilà, je vous dis, l'équipe de France a souvent eu des problèmes à Cardiff. Donc, ça peut être un match assez difficile, sachant en plus que les Gallois se présentent quasiment au complet, avec les Gareth Thomas, les Dan Bigard, Navidi, etc. Donc, ça risque d'être assez compliqué pour la France. Et la cote, elle est à 2. Donc, c'est plutôt intéressant. Okay. Et puis ensuite, il y a le deuxième match donc, du tournoi à destination, Angleterre-Irlande, samedi à 17h45. C'est 2 victoires en 3 journées pour ces 2 équipes, mais c'est surtout l'Angleterre qui peut encore avoir une chance d'aller chercher le titre.
Sur le prochain match, l'Angleterre se déplace en France, donc une victoire devant les Irlandais, et l'Angleterre jouera sa finale en France, à Paris contre la France. Donc voilà. Donc moi, les Anglais ont retrouvé un petit peu leur standing. Ils viennent de passer 33 points à l'Italie, un 33-0 assez sec. Ils viennent de s'imposer devant les Gallois. Voilà, c'est une équipe qui perd rarement quand même à domicile en ce moment, et il reste sur une belle série de victoires chez eux. Donc voilà, donc je vois une victoire des Anglais à la mi-temps et à la fin du match, côté à 2,70. Pardon. Très bien, merci Chris. Entre-temps, Sébastien, qui a déjà reçu, grâce aux moyens ultra performants des moyens de communication d'aujourd'hui, qui a déjà reçu sa lettre recommandée de licenciement, a affiché le troisième prono de Nadim. Donc on le répète, c'est le match West Bromwich Albion contre Huddersfield, et le buteur c'est Tom Lees, buteur à 14,50, qui est un joli fun. Merci à la technique, Seb, pour ta réactivité. Messieurs, merci pour les pronos. On va se tourner vers le chat. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On a MPC 1904 qui nous dit la chose suivante. Je tente un buteur ce soir, championnat belge. Ah, donc après Under, on a Undav, je ne connaissais pas, à 1,85 pour l'Union Saint-Gilloise. Est-ce que quelqu'un connaît dans l'équipe ce joueur? Alors, moi, je suis pas particulièrement les buteurs de l'Union D'accord. Saint-Gilloise, mais équipe très étonnante en Belgique qui est leader, j'ai pas continué le classement, mais qui est leader du championnat, il me semble. Et alors, je vais vous raconter une petite anecdote, parce qu'on est là pour les anecdotes, et puis, mine de rien, on était jeunes il y a un moment, mais on a commencé à avoir du vécu pour la plupart. Donc, l'équipe de l'Union Saint-Gilloise, si ça vous intéresse, et je pense que ni Raph, ni Chris, ni Seb ne sont au courant, quand j'avais une dizaine d'années, j'étais à Bruxelles et mon prof d'EPS était un joueur de l'Union Saint-Gilloise. Alors, je vous calme tout de suite, ils étaient en 4e division belge et je suis allé voir cette équipe dans les années 80 une trentaine de fois pour voir mon prof d'EPS jouer, et on était peut-être une 50aine en tribune. Mais voilà, donc ça me fait... C'est exceptionnel parce que en 4e division, je me disais que cette équipe ne verra jamais la première division, et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est tout simplement incroyable. Donc, c'était pour l'anecdote. Après, je vais regarder Undav, pourquoi pas. C'est un peu Undav, c'est 21 buts cette saison. C'est le deuxième meilleur buteur. D'accord. Oui. Je sais pas qu'il y a dû y avoir un investisseur. J'ai pas trop suivi en détail. Je vais me renseigner. 1,85, moi j'aime pas au niveau buteur. Vous me connaissez, c'est trop faible. Le risque d'un buteur est trop grand. Surtout qu'il n'y a pas les garanties blessures et compagnie. Même s'il va peut-être marquer, c'est en dessous de 2,10, je trouve que c'est limite. Après, s'il met un triplé, vous allez me faire mentir. Mais c'est un peu trop bas à mon goût, mais pourquoi pas. Puis tu peux pas cash out à la 89e. Alors le cash out, ouais. Alors là, tu fais bien de le souligner, ça ne marche absolument pas avec les buteurs. Et la raison en fait, la problématique principale au niveau des buteurs et de la réglementation actuelle, c'est qu'il n'y a pas le pari ne marque pas. Et cette absence fausse tout. Donc, on n'a pas de cash out. Et si jamais il y avait donc le pari opposé à marque un but qui ne marque pas, on n'aurait sûrement pas ce règlement abusif. D'ailleurs, ceux qui ont joué Lukaku hier ont été nombreux à se plaindre. Il est rentré pour 5 minutes. Et évidemment, tous les paris sont perdus. Et s'il y avait la possibilité de parier donc à 1,80, Lukaku ne marque pas, moi je mets la maison, parce que s'il joue 5 minutes et qu'il ne marque pas et qu'on me paye, je serais bien content. Donc il faudrait, c'est ça qui provoque l'anomalie aujourd'hui des règlements buteurs, c'est qu'il n'y a pas le pendant ou l'opposé du pari. D'accord, très bien. Alors, merci à MPC 1904 qui nous indique quand même son prono. Donc Undav à 1,85 pour l'Union Saint-Gilloise. En deuxième partie de message, il nous indique et Ramos à 2 € pour Benfica. Donc ça, c'est le prix du futur transfert de Ramos vers Benfica, c'est ça? Alors Darwin 1,45. Non merci. Donc c'est un non prono. Voilà, okay. Darwin Nunez à 1,45. Faut même pas... Les buteurs à moins de 1,60. Enfin vraiment, faut pas regarder. Hein. Okay. Même si ça passe, moi j'ai aucun regret. Hein. Lewandowski, il plante tout le temps, mais à 1,20 ou 1,30, c'est même pas la peine. Ok, très bien. On a noté. Alors on a Kessexa, je crois qu'on l'a déjà eu, ce pseudo-là, qui nous demande si vous avez un prono, messieurs, pour Lille Saint-Étienne, ou du moins un avis. Perso, si je propose Jonathan David buteur, c'est que je crois que les Lillois vont au moins marquer quelques buts, mais peut-être Bouanga, qui est en forme en ce moment, pourrait aussi marquer du côté des Verts. Donc, et puis il y a le match retour contre Chelsea mardi, il me semble. Donc à voir. Après, je ne pense pas que les Lillois en fassent une priorité de ce match retour. La priorité, c'est de regagner des places au classement. Je vois une victoire du LOSC, mais plutôt un 2-1.
Ouais, les 2 équipes risquent de marquer quand même. Ce Voilà. Saint-Etienne, c'est plutôt Ouais. pas mal. Hein, C'est très joueur. C'est très joueur. Il méritait mieux au parc encore une fois. Ok, très bien. Mais je crois qu'on a fait le tour au niveau questions du chat. Il me reste à vous remercier, messieurs, pour vos précieux conseils, Bookmaker et pour le Autofoot. Donc, on vous le rappelle, à valider dimanche avant 14h55. Et il y a un pactole d'1 million d'euros. Une somme bien rondelette qui ferait bien plaisir à énormément de monde. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Passez un excellent week-end. Et à vous, auditeurs, d'excellents pronos et un excellent week-end également. À très bientôt. Merci, bientôt. bon week-end. Ciao.